Nous sommes des sociologues, des politologues. Larbi est un spécialiste des questions de presse. Nous ne sommes pas des deux. Donc c'est des images un peu paradoxales. C'était à la fois trop proche, mais à la fois très dur. Et c'est vrai que quand on envoyait des étudiants travailler sur la Tunisie, c'était souvent... ils nous rendaient compte de la difficulté à travailler. Et c'était même parfois plus facile de travailler sur des pays comme la Syrie, qui ne sont pas du tout plus ouverts. Mais finalement, les étudiants à dire, autant si on travaille sur un régime policier, autant travailler loin que travailler sur un pays qui est à 1 heure de Marseille. 8 ans dans cette publication qui s'appelle L'année du Maghreb, qui est dirigée par notre collègue Eric Gomme, auquel je rends hommage également. Ça fait longtemps que nous faisions ces chroniques politiques sur la Tunisie. Michael Ayari, Larbi Chouira, moi-même, Eric Gomme. Et ça fait 8 ans, et je vous prends un témoin de prendre tous les numéros depuis 2002, où nous traitons une fin de règne qui n'en finit pas, des fissures dans la maison Ben Ali, je dirais, et d'ailleurs le dernier titre c'était l'après Ben Ali. Vous l'avez tout à fait compris, c'est la révolte de Gafsa, qui n'a pas eu la même médiatisation, la même publicité entre guillemets que la dernière révolte, les derniers mouvements de protestation de Sidi Bouzid et Gasserine et de l'ensemble de la Tunisie, mais où avec Larbi Chouira, nous avions effectivement montré qu'un certain nombre de signes pouvaient être annonciateurs d'un changement. Et d'ailleurs, nous concluions avec Larbi Chouira à la probable, non pas chute du régime en tant que tel, mais fin de ce régime. Fin donné du cycle de protestation, d'encadrer, d'accompagner et de menacer carrément le régime. Bon, il y a d'autres signes que nous avions mis en avant pour répondre à ta question. C'est le rôle renouvelé de ce que nous appelons l'opposition diasporique, l'opposition en immigration. Les travaux, les excellents travaux de Michael Ayari ont montré que, si vous voulez, il fallait quand même être réaliste, que l'on prenne les islamistes ou ce qu'on appelle entre guillemets les gauchistes, il y avait une distanciation existentielle avec les enjeux tunisiens. Pour les gauchistes, c'est quoi? Ce que j'appellerais l'intégration sociale à la France et à l'Europe. On se marie avec une Française, on fait des enfants français, et puis finalement la Tunisie, même si de temps en temps on publie un communiqué, elle est loin. Et que toute cette opposition de gauche, elle s'est objectivement intégrée à l'Europe, pour ceux qui sont immigrés en Europe. Ils sont devenus professeurs d'université, parfois galériens. Certains sont devenus dans des galères, travaillent dans des hôtels ou ailleurs. Et que de ce point de vue-là, cette opposition de gauche, exilée en France, était plus dans des enjeux liés à l'immigration que des enjeux liés proprement aux scènes politiques. Eux alors, ils ont échappé à la répression, à la torture. Les deux grands lieux d'exil, outre les pays arabes, ça a été bien sûr la France et la Grande-Bretagne, un peu l'Allemagne et la Suisse également. Mais quand on prend l'exemple des islamistes français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont de moins en moins été des acteurs tunisiens que des acteurs français. C'est notamment eux qui ont créé ces fameuses écoles musulmanes du mercredi, samedi, dimanche. Ils ont souvent joué un rôle de plus en plus important dans l'islam européen. Rachid Ranouchi d'ailleurs étant plus aujourd'hui une figure de l'islam européen qu'une figure quelque part tunisienne. Et que même, quand on voit leurs enfants sont devenus français. Les enfants d'islamistes, d'ailleurs c'est assez rigolo, je dis pas tous, mais une grande partie ont un certain rapport très distancié par rapport à la pratique politique du père et de la mère, ne sont plus toujours islamistes, et pour certains sont même devenus mannequins de mode ou